Voici la suite de la petite Claudette. Voilà, la partie donc analyse. Je vous propose maintenant de revoir un certain nombre de points sur ce compte de faits et d'effets. Alors, cette fois-ci, on ne mettra pas trop l'accent sur le côté psychogénéalogie avec du transgénérationnel, parce que c'est pas là-dessus que j'ai travaillé avec la petite Claudette, qui est, je le rappelle, une personne réelle. Mais j'ai plutôt travaillé sur l'estime de soi et donc tout ce qu'on appelle les drivers, à savoir voilà, tout ce qui a provoqué en quelque sorte cet oubli de soi au profit des autres. Et c'est quelque chose qu'on trouve évidemment dans la toute petite enfance. Et c'est ça qui structure la personnalité, l'ego. Voilà. Vous retrouvez aussi, si vous le souhaitez, une vidéo où j'explique bien la construction du récit de vie, la construction de l'ego, où je détaille tout ça. Et donc, si j'ai travaillé sur la petite Claudette comme première légende de vie, c'est parce que vraiment elle est très très riche sur le plan de la confiance en soi et que j'organise des ateliers pour retrouver une estime, pour retrouver une confiance en soi, des ateliers de groupe, parce que moi je crois beaucoup au soutien du collectif et à la dynamique de plusieurs personnes réunies autour d'un désir d'évoluer. Voilà. Et donc, ce sont des ateliers toutes les 3 semaines et avec des thématiques liées à l'estime de soi. Et entre-temps, on met en place des petites actions pour évoluer, voilà, et pour changer et être heureux d'être soi. Voilà. Donc, je vous propose de retourner sur le conte des fées de la petite Claudette et de le revisiter sous un angle donc transgénérationnel et analyse transactionnelle, en sachant que on va pas faire trop technique. Je vais essayer de rester assez cool et assez claire dans mes explications pédagogiques. Voilà. Alors, la petite Claudette. Donc, au départ, on voit bien qu'il s'agit d'un mariage sans amour. Et en fait, c'est un mariage qui a pour but exclusivement une transmission du patrimoine. Et ça, c'est ce qui a prévalu dans la création des couples pendant des siècles et des siècles, voire peut-être des millénaires à partir du moment où il y a eu sens de la propriété. Voilà. Donc, c'est une question extrêmement importante parce que pour nous, dans le transgénérationnel, on s'aperçoit évidemment qu'on a affaire très souvent chez nos grands-parents, par exemple, voire chez nos parents, à des couples qui n'ont absolument pas eu d'atome crochu, absolument pas eu de connexion avec leurs émotions, très souvent des couples subis, et donc pas nécessairement des couples heureux. Tout ça a nécessairement des conséquences sur tout ce qui va se transmettre dans le discours et dans l'exemple qui est donné aux enfants et par voie de fait aux petits-enfants, etc. Aujourd'hui, évidemment, quand on se marie, quand on fait couple, quand on choisit un métier, en théorie, on n'est pas si influencé que ça par la famille. Je dis bien en théorie parce que la psychogénéalogie nous prouve le contraire généralement. Mais à une époque encore très très récente, l'intérêt de l'individu
était très, 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 très secondaire. Donc on avait vraiment la nécessité de transmettre un nom, de transmettre des valeurs, de transmettre un capital. Et après tout, ce qui comptait véritablement, c'était le clan, sa réputation, son niveau social. Il faut vraiment toujours, avant de juger nos parents, nos grands-parents, avoir ça en tête. C'est-à-dire que la notion de quête du bonheur que nous avons, et qui est tout à fait louable, sinon je ne ferai pas cette activité, la notion de réalisation personnelle, de connaissance de soi, eh bien, ce sont des notions extrêmement récentes. Auparavant, on se devait d'être un bon fils ou une bonne fille, et on se devait de tenir son rang, on se devait de ne pas faire honte à sa famille, on se devait de rester dans la tradition, voilà, notaire j'étais, notaire tu sauras, ou voilà, d'arriver en blanc à l'église, voilà, des choses comme ça. Donc c'était véritablement l'intérêt d'une famille avant l'intérêt d'un individu. Et donc ne jugeons pas à l'aune de nos valeurs et de notre point de vue ce qui s'est fait précédemment. Voilà. Et pensons bien que de ce fait, les gens n'étaient pas plus heureux, bien évidemment, mais ils n'étaient pas connectés nécessairement autant que nous à leurs émotions. En tous les cas, ils les mettaient sous le boisseau et ils vivaient des existences souvent beaucoup plus douloureuses, et ce, quel que soit le niveau de vie. Voilà. Donc nous voici avec la naissance de la petite Claudette. Alors, elle ne correspond pas à l'attente du père. Et ça, c'est un vrai problème, évidemment. Et croyez bien que ça n'est pas quelque chose de rare. Là, ici, nous avons affaire à ne sois pas de ton sexe. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un enfant, une petite fille qui ne va pas pouvoir garder le nom. Et ça, c'est véritablement un problème en psychogénéalogie. Et, ce que j'explique à l'arrivée de son petit frère, c'est une réalité. C'est-à-dire que l'enfant a reçu le même prénom que l'aîné. Voilà. Donc c'est vraiment une négation de cette première-née qui ne correspond pas à ce que le père attend. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus terrible. Une mère qui déçoit, une enfant décevante encore plus, et un père donc qui s'adapte comme il peut, c'est-à-dire essentiellement par l'indifférence. Voilà. Donc ça correspond presque en analyse transactionnelle et en transgénérationnelle à un n'existe pas. C'est extrêmement douloureux, évidemment, pour un enfant de ne pas rentrer dans les clous, de ne pas répondre aux aspirations de ses parents. Donc, de toute façon, cet enfant va devoir s'adapter. Et pour ça, il a deux solutions. Soit il va être soumis et éventuellement manquer toute sa vie de confiance en lui, d'estime, etc. Il y aura un vrai problème d'amour-propre et il passera son temps à quêter la validation
le sentiment qu'il n'a de valeur que si il est utile, que si les autres le remarquent et le valident. Donc, comme il n'a pas d'amour propre, on va dire, eh bien, il va quêter dans le regard des autres cet amour éventuel. Et donc là, on se retrouve avec évidemment toute une série de dépendances. Mais par rapport à notre petite Claudette, on a le côté, la solution mise en place, ça va être rends-toi utile aux autres, rends-toi indispensable, oublie-toi, fais systématiquement passer l'autre avant toi, et comme ça, tu vas être indispensable. Alors là, il y a une petite pointe d'orgueil. Tu vas être indispensable, et donc, en retour, on t'aimera. Alors, le problème, c'est que généralement, plus on agit comme ça, et moins on se respecte, moins on est respecté, et en général, il n'y a jamais, jamais, jamais de limite à tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut donner aux autres. Et c'est ce que la petite Claudette apprendra à ses dépens. À un moment, elle fera ce que nous appelons un burn-out et ce que moi j'ai appelé dans le conte de fées un grand sommeil. Donc, je voudrais revenir sur l'importance du non-verbal, c'est-à-dire ce qui passe dans les toutes premières années de l'enfance. C'est surtout là-dessus que la personnalité va se structurer, parce que en fait, comme le petit enfant, le tout petit enfant de moins de 3 ans, on va dire, ne maîtrise pas du tout tout ce qui est vocabulaire, etc. Il est totalement dépendant des gens qui prennent soin de lui. Et bien évidemment, il est à l'écoute des moindres gestes et des moindres sons qu'il interprète bien ou mal. Mais en tous les cas, l'importance du non-verbal, déjà, c'est 75% pour un adulte. Mais alors, pour un petit enfant, je pense que ça doit être du 100%. Et comme disait Dolto, dans une famille, les petits-enfants et les animaux domestiques sont au courant de tout. J'adore cette idée. Donc, imaginons la petite Claudette, mais en fait, en fonction de la façon dont on l'apprend, longtemps ou pas, la façon dont on répond à ses pleurs, à ses besoins, d'être nourri, d'être regardé, etc., au ton de voix, bien plus qu'aux mots, mais au ton de voix. Éventuellement, même, on peut parler, pourquoi pas, de tout ce qui va être phéromones, qui laisse transparaître du stress, qui laisse transparaître quantité de choses. Tout ça, ce sont des messages qui passent très très bien et qui vont l'amener à structurer sa personnalité. Ensuite, l'humain a un maximum de neurones miroirs. C'est l'espèce qui en a le plus. Les neurones miroirs, c'est ce qui fait que quand vous regardez quelqu'un ou quelque chose, enfin en général là c'est quelqu'un, eh bien si cette personne fait quelque chose, votre cerveau déjà s'active pour faire la même chose. Et c'est comme ça que vous apprenez en fait. Hein. C'est véritablement en copiant. Donc cette petite fille, eh bien, elle va se glisser dans un côté, eh bien, je vois que ma mère est en difficulté éventuellement, puisque les grossesses s'enchaînent, n'est-ce pas? Donc, ma mère est en difficulté. Donc, à partir de là, eh bien, je vais l'aider. Et je vais faire comme elle. Donc, je copie, je
prend le rôle de la petite mère, de la servante, si la mère a un rôle de servante. Et donc, en fait, on a un autre driver, enfin une autre injonction qui est « ne sois pas une enfant ». Et ça, c'est pas simple non plus. Et là, on peut peut-être revenir à la place de Claudette dans la fratrie. Donc, Claudette est l'aînée et que la petite Claudette a des sœurs aussi. Et notamment, cette sœur va se comparer à l'aînée. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a en gros 2 solutions pour s'adapter au regard et aux projections des parents. Soit vous vous soumettez, vous vous adaptez comme de votre mieux hein, pour rendre service, etc. En l'occurrence aussi avec, pour Claudette, cette idée je suis décevante, je n'ai pas de valeur, etc. Soit vous allez être en mode plutôt rebelle. Et donc, la petite sœur, elle, ne va absolument pas se glisser dans les pas de son aîné. Évidemment, elle voit à quel point c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui pèse tout de même cette responsabilité, le fait de se considérer comme un parent, le fait de se considérer comme une servante à la maison, vous vous doutez bien que la petite sœur, elle va absolument pas choisir cette voie-là. Et elle va rester l'enfant, elle va jouer, elle va faire les 400 coups et elle évitera systématiquement toutes les problématiques liées à la personnalité de notre chère petite Claudette. Voilà pour l'anecdote liée à la fratrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque enfant dans une fratrie doit avoir une individualité, doit trouver sa place et qu'il le fait toujours pareil avec l'observation, la comparaison et on se crée une place histoire d'exister, histoire d'être remarqué, remarquable, quitte à ce qu'on passe effectivement pour la rebelle, pour qu'importe. L'essentiel étant d'avoir une identité. Voici pour la fratrie donc. Ensuite, il y a un passage délicat donc dans la toute jeune adolescence de la petite Claudette. C'est la mort de cet oncle, de ce jeune oncle, et le fait que elle n'ait absolument pas pu verbaliser toute cette souffrance et éventuellement même, pourquoi pas, une trace de culpabilité puisque ce jeune homme venait la chercher, etc. Et c'est comme ça qu'il a eu cet accident. Donc, le fait de ne pas pouvoir verbaliser, c'est toujours une source de souffrance. Et cette souffrance, elle va s'exprimer le plus souvent sous forme de maladie, sous forme de... Voilà, à un moment ou à un autre, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on appelle maladie les problèmes de santé. Voilà, si ce qui ne s'exprime pas s'imprime et à un moment la cocotte minute explose. Voilà, c'est le corps qui parle. Donc, le fait que la petite Claudette soit placée comme un pion chez sa grand-mère, eh bien, on voit bien à quel point
elle est, entre guillemets, chosifiée, c'est-à-dire qu'on ne cherche absolument pas à savoir quels sont ses besoins, quels sont ses souhaits, euh, quelles sont ses émotions, et on la met simplement, là encore, dans le rôle de la sauveuse, de la personne utile à l'autre, et, et donc vous imaginez bien que pour une préadolescence, il y a mieux que d'être confiné chez une grand-mère absolument dépressive suite au décès de son fils. Un nouvel épisode pour notre petite Claudette, et pas des moindres, qui est une première rébellion, on va dire, première rébellion ratée, puisque elle décide effectivement au plus vite, de quitter sa famille pour se marier, puisqu'elle a bien saisi que dans cette famille, elle avait peu d'importance, si ce n'est celle d'être au service des autres. Le problème de la construction du récit de vie, le problème de la construction de notre identité, c'est que il est très très difficile d'adopter un autre comportement. C'est-à-dire que la construction de nos habitudes, et elle se fait depuis la toute petite enfance, hein, voyez à ce titre en introduction plus technique sur le récit de vie et l'ego. Donc, une fois que notre cerveau a commencé à inscrire un certain nombre d'habitudes, une grille de lecture, eh bien, en fait, c'est très, très difficile de créer de nouvelles connexions neuronales. Hein. Le cerveau, c'est à peu près 20% d'énergie, même quand on est dans un mode pensée automatique, c'est-à-dire à peu près 95% de nos pensées quotidiennes. Donc, réussir à changer, même voir d'autres possibilités, les percevoir réellement, c'est excessivement difficile. C'est mettre en place une pensée adaptative, ce type de pensée créative, etc. C'est usant. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous êtes concentré, c'est fabuleux, mais c'est très fatigant. Moi qui enseigne le dessin, la peinture, la créativité depuis 30 ans, je peux vous l'assurer. Mes élèves sont fatigués, mais heureux. Donc la petite Claudette, son inconscient, au moment où elle cherche un mari, va la guider exactement vers la même situation que ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Elle aurait pu, si elle avait été aware, si elle avait été vraiment, vraiment attentive, elle aurait pu s'apercevoir que son futur mari était servi comme un coq en pâte par sa mère. Elle aurait pu se rendre compte de l'importance de la maison dans cette famille, où donc voilà, la femme était quelqu'un de secondaire au service de l'homme. Elle aurait pu percevoir toutes ces choses. Mais notre inconscient est malin et nous oblige véritablement à évoluer jusqu'à ce que donc vous décidiez véritablement à changer. Il va vous resservir les mêmes situations. C'est un peu douloureux, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait que vous avez par exemple des femmes battues qui resteront, plutôt que d'aller vers des situations inconnues
parce que l'inconnu nous terrifie. Au cas où on rencontrerait un tigre dans le sabre au coin de la rue, on ne sait pas. Enfin bon, notre petite Claudette épouse la même famille, on va dire. Voilà. Et donc, effectivement, c'est 30 années. C'est long, 30 années. Mais c'est 30 années au service d'une famille. Jusqu'à ce que d'une famille et d'un patron, parce que effectivement, s'occuper de sa maison, s'occuper enfin de la maison de son mari et surtout de sa belle-mère, s'occuper de sa belle-mère, s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants, des enfants des autres, etc., etc. Ça ne lui suffit pas pour justifier un salaire, pour justifier de gagner sa vie, c'est terrible cette expression, hein, eh bien, elle va en plus prendre un travail. Donc, on arrive vraiment évidemment à un degré d'épuisement qui fait que pour notre petite Claudette, je vous rappelle que c'est une personne réelle, pour notre petite Claudette, on a un burn-out, une dépression, alors à cause du travail principalement, mais en réalité, ça s'additionne à tout ce qu'elle a porté en étant au service de cette famille qu'elle s'est choisie. Donc, on a et un burn-out, une dépression et une maladie importante. Donc, tout cela fait que il y a un choc profond, évidemment. Il y a un choc extrêmement violent. Et hélas, la plupart des gens qui décident de changer, alors nous, on le voit en tant que coach, ce sont des gens qui sont passés par là, hein, voilà, par des drames de vie importants. Mais c'est possible de changer avant. Mais là, ça va être plus la technique des petits pas. Moi, c'est ce que je conseille personnellement. Voilà. Mais en règle générale, c'est vrai que la peur du changement est telle, la peur de l'inconnu est telle qu'il faut véritablement un grand choc. C'est souvent une maladie, hein, pour basculer vers autre chose. Voilà. Donc, en tous les cas, depuis 25 ans, notre petite Claudette a fait le choix donc, de revivre et de s'écouter. Donc, enfin, d'être en connexion avec ses besoins réels, hein, c'est-à-dire de se mettre à la première place, de suivre ses émotions, de suivre donc ses goûts, de prendre le temps de s'arrêter, d'où l'intérêt d'un arrêt maladie, de prendre le temps de s'arrêter pour écouter véritablement ce dont elle avait besoin. Voilà, ce qui pouvait éventuellement lui faire plaisir. Et là, elle a mis en place des activités qui ont été des activités extrêmement créatives. En fait, la créativité, c'est absolument génial parce que ça fait marcher les 3 cerveaux, à savoir votre imaginaire, votre personnalité au sens le plus riche, c'est-à-dire toute votre histoire, tout votre regard absolument unique sur le monde, vos émotions, vos désirs, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Et la créativité, ça fait marcher aussi en règle générale le corps.
donc le troisième cerveau, voilà. Et donc, elle s'est effectivement mise à faire plein de trucs hyper créatifs. Et elle s'est mise aussi aux randonnées. Alors, c'est vrai que nous, au Pays Basque, on a beaucoup de chance parce que des randonnées, il y en a plein à faire. Moi, je ne l'ai jamais suivie parce que même à 75 ans, elle me pêche d'en faire et je ne pourrais vraiment pas la suivre. Elle va trop loin, trop haut. Alors, comme elle est toujours aussi généreuse avec les autres, elle ne se contente pas d'aller marcher seule pour découvrir de nouveaux espaces, mais elle entraîne un groupe avec elle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne change jamais complètement. Elle s'occupe toujours de ses petits-enfants, etc. Enfin, bon, voilà. Mais elle sait effectivement mettre des limites très fermes. C'est quelqu'un qui a appris à dire non. Et c'est quelqu'un qui a appris à reprendre son indépendance euh, en écoutant véritablement son plaisir et qui elle est et ce qui est nécessaire pour elle. Donc voilà, moi je trouve ça absolument remarquable comme parcours de vie et je voulais vous en faire part. J'espère que la petite Claudette vous aura plu et j'espère que nous nous retrouverons sur d'autres capsules.